Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Aujourd'hui, je démarre une séquence de 3 épisodes sur l'évolution et l'industrialisation de notre alimentation ici au Québec. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. La révolution alimentaire ainsi que l'industrialisation de l'alimentation, ça date pas d'aujourd'hui. L'évolution de l'alimentation commence il y a plus d'1 million d'années quand on a domestiqué le feu. À cette époque-là, ce que ça a permis de faire, ça nous a permis de cuire les aliments qui sont périssables, les viandes, le lait, pour éviter que les populations soient gravement malades. Avant ça, on mangeait de la viande, mais seulement de la viande crue et fraîchement tuée, parce que les bactéries pathogènes s'installaient assez rapidement et ça devenait dangereux après. Un petit peu plus tard vient la sédentarisation. Alors ça, c'est les tribus qui étaient cueilleurs, chasseurs, qui sont devenus agriculteurs, éleveurs. Donc, on est passé de nomades à sédentaires. Alors ça aussi, c'est un événement important parce que ça veut dire une conscience accrue de la communauté, c'est-à-dire qu'on va cultiver des champs, on va élever des animaux, mais pas juste pour soi, c'est pour la communauté. Les cueilleurs-chasseurs, avant, eux autres, ils cueillaient pour eux-mêmes et pour leur famille, mais puis quand ils chassaient, là, c'était pour la communauté, mais là, tout devient communautaire là, dans l'élevage et dans l'agriculture aussi. Ensuite, la troisième grande étape de l'évolution, c'est vraiment l'ère de l'industrialisation qui commence en réalité avec la révolution industrielle qui a lieu en Angleterre. En 1795, on a M. Appert qui invente la mise en conserve, c'est-à-dire l'apertisation. Apertisation, ce que ça veut dire, c'est une stérilisation sous vide, sans air. C'est ça l'apertisation. Donc, c'est le principe de nos conserves. Ça arrive en 1795, mais ça prend un peu de temps avant que ce soit vraiment commercialisé là, à plus grande échelle. Appert a ouvert sa conserverie, la première en Europe, à Massy, en 1802. Il a commencé à les vendre tout doucement. Napoléon avait de la misère à maintenir ses troupes en bonne santé sur le chemin de la guerre. Alors, il a offert une bourse de 12 000 francs. Ça représente 2 500 $ canadiens. Fait imaginez, à cette époque-là, dans les débuts des années 1800, 2 500 $, c'était 12 000 francs, on était très riches avec ça. Appert a proposé ses conserves au gouvernement français et ça a été un succès. Alors, il a reçu la prime de 12 000 francs. Donc, à l'époque, c'était des pots de verre avec un bouchon de liège qui était chauffé dans l'eau pour créer l'apertisation. Mais les Britanniques ont trouvé que cette façon de faire-là était bonne, mais ils l'ont améliorée en la faisant maintenant avec des contenants de tôle, qui a fait que c'était beaucoup plus facile à transporter, beaucoup moins cassant aussi. Alors, les boîtes de tôle ont rapidement remplacé les pots de verre que Appert avait inventés. Et c'est avec ça qu'il a perdu tout son argent parce que c'est tous les Britanniques qui ont ramassé les contrats pour faire des conserves. Pour le pâté au saumon, vous allez avoir besoin de 2 abaisses de tarte commerciale ou fait maison. Vous allez avoir besoin de pommes de terre, on va en faire une purée, du saumon, du sel, du poivre, du lait, des oignons. Alors ça, c'est pour le pâté au saumon. Et pour la sauce aux œufs, 4 œufs à la coque, 1 litre de lait, 1/4 de tasse de farine, 1/4 de tasse de beurre et du sel et du poivre. Alors, on a fait cuire des belles patates. Ça vous en prend à peu près pour faire 3 tasses de purée, là. Ensuite, je vais venir ajouter à ça
du beurre, la quantité que vous voulez. Moi, j'utilise la margarine parce que la margarine, ça a été inventé, ça a été mis sur le marché à cause des crises économiques parce que c'était beaucoup moins dispendieux que le beurre. Beaucoup d'études ont prouvé que ce soit du beurre ou de la margarine, c'est quand même du gras. Alors, du gras, c'est jamais bon pour la santé en quantité excessive. Je vais mettre les oignons dans ça. Et là, je vais battre avec mon batteur parce que moi, les pilons en patin n'aiment pas ça. Alors, on va prendre le batteur puis on va faire une belle purée avec ça. Et comme c'est des patates jaunes que j'ai, ça ne fera pas une purée élastique. Le fait que vos patates deviennent élastiques, ça dépend vraiment de la variété. Et voilà. Et là, je n'ai pas mis de lait, vous avez constaté. Je vais mettre, avant de mettre le lait, je vais mettre le saumon en boîte parce que je vais mettre le jus du saumon aussi. Donc, si les patates ont la texture que je veux, je n'ajouterai pas de lait dedans. Je mets le jus du saumon dedans parce que c'est beaucoup... il y a quand même beaucoup de nutriments dans ce jus-là. Et là, j'ai pas mal fini. Je ne rajouterai pas de lait, c'est en masse liquide. Je vais goûter pour voir si c'est assez salé poivré à mon goût. Ben, c'est pas poivré du tout, en fait. Parce que le jus du saumon, il est déjà salé. On va... Je vais venir ajouter le saumon avec la spatule parce que moi, j'aime ça quand il y a des morceaux de temps en temps de saumon dedans. Et aussi, vous voyez ici la colonne. Alors moi, je vais juste venir l'écraser avec mes doigts parce que c'est dans ça qu'il y a tout le calcium et la vitamine D dans le poisson en boîte. Fait que si on l'écrase entre les doigts, là, ça se défait tout. Ça devrait être parfait. Donc, quand on a bien mélangé ça, on s'en va déposer ça dans une première abaisse. Et ensuite, avec un petit peu de lait, juste un petit peu, là, pas grand-chose, on va badigeonner pour faire coller les pâtes ensemble. Et voilà. Je vais venir marquer ma pâte à tarte, faire des cheminées dans le fond pour que ce soit... pour que la vapeur s'échappe. Bon. Couper nos rebords. Et voilà. Je vais badigeonner encore de lait un petit peu. Moi, habituellement, je préfère avec du jaune d'œuf. Je trouve que ça donne un plus beau résultat. Mais il y en a beaucoup qui le font juste avec du lait aussi. Je vais y faire une belle petite bordure. Et ça, j'envoie ça au four pour 40 minutes à peu près. Pendant que notre pâté au saumon est cuit, on va préparer notre sauce aux œufs. Alors, c'est une béchamel régulière dans laquelle on va mettre des œufs cuits durs et un petit peu de persil pour agrémenter tout ça. On va faire fondre la margarine, parce que c'est de la margarine aujourd'hui que j'ai. Plus que votre lait est gras quand vous faites une béchamel, plus que ça va vous donner quelque chose d'onctueux. Mon beurre est fondu. Je vais ajouter ma farine. Je vais ajouter mon lait, puis là, le lait qui m'a servi à badigeonner ma pâte à tarte tantôt, je vais le mettre dedans tout simplement parce que je ne veux pas le perdre. Et je vais ajouter le restant de mon lait.
Pour que ce soit bon, la béchamel avec le pâté au saumon, il faut que la béchamel soit bien, bien assaisonnée, suffisamment de sel pour que ce soit, pour éviter que ce soit fade en bouche. Fait que pendant que le lait chauffe, là, on peut commencer déjà à assaisonner, c'est parfait. Je peux aussi envoyer mon persil tout de suite. Voilà. C'est sûr qu'au fil de l'histoire, il y a bien des événements qui se croisent. Après Appert, l'autre révolution qu'il y a eu, c'est les réfrigérateurs électriques. Alors ça, pour vrai, ça a changé les vies dans les maisons, mais ça a pris plusieurs années avant que toutes les maisons puissent en avoir. Ici, ça va, mettons, ça va au 19e siècle, avant qu'on ait ça, avant on avait des glacières. Après cette grande révolution-là, celle de la réfrigération, on a vécu la Première Guerre mondiale. Et pour vrai, Appert est venu changer toute l'affaire dans la Première Guerre mondiale parce que comme les troupes de Napoléon avaient eu des conserves, la Première Guerre mondiale en ont profité aussi, puis les conserves étaient souvent bien meilleures que les rations de nourriture qui leur étaient données en temps régulier. Alors, ça offrait une petite douceur aux combattants. Après la Première Guerre mondiale, on a eu vraiment une très grande évolution des transports. C'est sûr qu'il y avait déjà les chemins de fer, mais là, les chemins de fer se sont multipliés, se sont consolidés et ça a fait en sorte qu'on pouvait transporter de la nourriture jusqu'à plus loin dans les terres, mais on pouvait aussi ramener de la nourriture justement de ces terres-là. Plus que le transport s'est développé, plus qu'on a développé l'agriculture de masse, on a développé l'élevage de masse aussi, parce que ces élevages-là et cette agriculture-là ont amené de la nourriture dans les villes qui, eux, ne pouvaient pas faire de l'agriculture à grande échelle et se nourrir eux-mêmes. À partir de ce moment-là, on a vu des conserveries se multiplier un petit peu partout au Canada, mais dans le restant du monde aussi. L'autre grande évolution après les transports, c'est la possibilité de congeler notre nourriture. Ici, au Québec, c'est quelque chose qu'on faisait déjà l'hiver, mais le désavantage, c'était comme c'était congelé à l'extérieur ou dans des bacs de glace, c'est que la température de congélation n'était pas toujours parfaite et elle variait beaucoup. Alors, quand le congélateur est arrivé dans nos maisons, ça nous a permis de stabiliser beaucoup la durée de conservation de ces produits-là. Une autre belle évolution qu'on a eue, c'est la surgélation. Alors, la surgélation, c'est la possibilité de congeler nos aliments à une vitesse ultra rapide, à moins 40 degrés, en quelques instants. Alors, ça aussi, ça a changé notre façon de conserver les aliments parce que, comme ils congèlent en beaucoup moins de temps, ça garde plus les nutriments, ça garde plus la couleur, puis ça donne un plus beau résultat aussi quand on les utilise après. Fait que ma béchamel, elle est prête, elle est savoureuse, alors je vais couper mes œufs en morceaux dedans, puis là, je n'irai pas rebrasser avec mon fouet, évidemment, je vais aller brasser avec une cuillère de bois, bien sûr, parce que sinon, mes œufs... ça va être de la bouette. Là, moi, je coupe direct dans ma main, là, mais attention à vos doigts si vous choisissez de faire ça. Donc, ben beau, mes cocos. Ça, je pense que la sauce aux œufs, c'est un classique dans toutes les maisons. En fait, je pense que toutes les familles ont mangé de la sauce aux œufs. C'était tellement... c'était rassasiant, ça coûtait pas cher, puis je pense que c'est ça.
En 1865, on a eu Pasteur qui a mis au point la technique de pasteurisation. À l'époque, en 1865, c'était une technique qui a été développée pour éviter que les vins ne tournent, parce que souvent les vins tournaient au vinaigre. Alors, on a demandé à Pasteur de trouver une solution. Et ensuite, ça s'est transféré à la bière. On s'est rendu compte plusieurs années après que ça changeait trop le goût et ça enlevait trop de bactéries pour que les vins fermentent comme il faut et pour que les bières aussi. Alors, on a arrêté ça pas très longtemps après. Mais par contre, ce qui est resté de la pasteurisation, c'est la pasteurisation du lait. Donc, juste pour vous rappeler que Pasteur était bel et bien chercheur et médecin, c'est qu'après avoir mis au point la technique de pasteurisation, il a tout de même concocté le vaccin contre la rage et plusieurs autres vaccins aussi. La pasteurisation, c'est un mode de conservation que l'on connaît bien, puisque le lait est obligatoirement pasteurisé dans nos épiceries. La pasteurisation, elle est devenue obligatoire à Montréal en 1926 parce qu'il y avait une toxicité importante pour les laits qui étaient transportés de la ferme à la ville et ensuite distribués aux portes. C'est devenu obligatoire à Montréal de pasteuriser le lait et ça s'est propagé partout dans la province. C'est maintenant obligatoire partout au Canada, mais je vous rappelle que c'est à partir de 1991 qu'il est obligatoire de pasteuriser tous les laits vendus. Avant ça, on avait une petite marge de manœuvre. De toute cette histoire laitière-là au Québec, il nous reste seulement que quelques laiteries plus petites, dont la laiterie Chagnon à Waterloo, dont la laiterie Quaticook à Quaticook, dont la laiterie Chalifou à Sorel. Il y en a plusieurs d'autres. Il y en a quelques autres, à la baie, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans l'Outaouais aussi, il y en a. Mais il reste que ici, au Canada, on a la fédérée, c'est-à-dire la coop. On connaît ça sous le nom de AgroPur. Alors ça, c'est une coopérative laitière ici au Québec. Sinon, on a Béatrice, une division française d'une laiterie en Europe. Bien que ce soit une franchise ou une bannière française, il n'en demeure pas moins que le lait qui est vendu de cette marque-là, c'est du lait du Québec, c'est obligatoire. La même chose pour la laiterie Saputo, qui nous donne la marque Nutrilait. Alors, Saputo, c'est un bonhomme qui est italien, qui a émigré au Canada en 1950. Pour les poitrines de poulet au yogourt et aux fines herbes, vous allez avoir besoin de 4 belles poitrines de poulet désossées et dépiautées, une tasse de yogourt nature, un quart de tasse de crème sûre, le jus de 1 limette, le zeste de 1 limette, une demi-cuillerée à thé d'origan, un quart de cuillerée à thé de sel de céleri, un quart de cuillerée à thé de poudre d'ail, un quart de cuillerée à thé de coriandre, un quart de cuillerée à thé de persil, un quart de cuillerée à thé de thym et du sel et du poivre. Première étape, on va préparer notre moule de cuisson. Alors, il s'agit juste de l'huiler dans le fond. Huiler ou graisser, c'est parfait. Ensuite, dans un bol, on va mélanger la crème sûre. Là, elle est liquide un peu, ma crème sûre, parce qu'elle a été congelée. Mais c'est parfait quand même. Le yogourt nature, une tasse. Cette recette-là, elle est tirée de qu'est-ce qu'on mange. Le premier, le vert. On va ajouter tous les autres ingrédients, excepté, bien entendu, les poitrines de poulet. Ça en fait des petites gogosses, hein? Et voilà. On va mélanger bien ça. On va mélanger ça bien comme il faut.
Ça, c'est un bon truc, cette utilisation-là, comme ça, du fouet, parce que ça évite que ça vole partout. C'est la technique de ce fouet comme ça. J'utilise ça beaucoup quand je fais des chocolats chauds. Ou est-ce que dans une tasse, j'ai un petit fouet qui rentre, puis ça y va comme ça. Et voilà. C'est vraiment bon, cette sauce-là. Nous, on va l'utiliser pour notre poulet, mais vous pourriez la faire, cette sauce-là, puis l'utiliser en trempette. Elle est délicieuse, pour vrai. Mais là, on va l'utiliser pour notre poulet. Alors, dans un beau moule qu'on a préparé, on va mettre nos poitrines de poulet. Puis moi, je laisse la partie grasse parce que ça va me faire un petit fond de liquide dans le fond, puis ça va éviter que ça colle aussi. J'en ai beaucoup de sauce, fait que probablement que je vais en avoir assez. Mais si je ne veux pas la contaminer puis la réutiliser, dans le fond, je vais m'en mettre dans un petit plat. Puis celle qui est dans mon petit plat, elle, c'est sûr qu'après avoir badigeonné, je vais l'enlever. Je vais la jeter parce qu'elle est contaminée. Mais le restant, je peux l'utiliser en trempette. Fait qu'on badigeonne là allègrement. Gênez-vous surtout pas. Puis en plus, comme le yogourt, c'est acide, puis que le jus de citron est acide, ça va venir donner de la tendreté à notre poitrine de poulet. Et vous pourriez aussi, plutôt que de badigeonner comme ça, vous pourriez aussi faire mariner dans ça, puis ensuite cuire sur le barbecue. Ça serait très bon aussi. Je ne jetterai pas ma sauce ici, même si j'ai badigeonné avec, parce que là, je vais envoyer mon poulet à 350 au four 20-25 minutes. Ensuite, quand je vais le sortir du four, je vais rebadigeonner à nouveau et je vais retourner ça au four pour 10-15 minutes à peu près. Mais sur le plan de la santé publique, là, c'est une catastrophe. Parce que depuis qu'il y a de la restauration minute, mais plus que ça avance, plus qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de maladies qui sont en lien avec cette mauvaise alimentation-là. Et ça fait qu'on remplit de nos hôpitaux de troubles cardiaques, de cancers, de troubles de diabète, tout ça. Ça engorge notre système de santé. Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour inverser la vapeur parce qu'il ne faut pas oublier que si les gens ne sont pas en santé, ça donne de l'emploi à beaucoup de monde. C'est ironique, là, puis c'est pas fin de penser comme ça, mais il reste que si tout le monde était en santé, on aurait besoin de beaucoup moins d'employés pour la santé, justement. C'est cru, là. C'est pas le fun, là, mais c'est quand même un fait. De plus en plus de mouvements nous essaient de nous ramener à une alimentation qui est plus proche de nous, à quelque chose de plus sain, à quelque chose de plus naturel, qui va nous ramener à la base de ce qu'on est. Mais ça fait en sorte que les multinationales perdent du terrain un petit peu dans les pays industrialisés. Heureusement, c'est ça qu'on veut, mais comme ils perdent du terrain, ils s'en vont ouvrir des succursales dans les pays qui sont moins industrialisés, qui sont en voie de développement, parce qu'eux autres, ils ne savent pas encore que c'est mauvais pour la santé. Alors, on peut leur introduire à peu près n'importe quoi, parce que souvent, pour les pays qui sont en voie de développement, la modernité, c'est ça. Pour le spam ou le cam ou bref, un pâté de pain de viande comme ça à conserve, aux pêches, vous avez besoin d'une conserve de pain de viande en conserve, des pêches. Dans nos pêches, c'est important de garder un quart de tasse de bouillon. Tantôt, on ne jettera pas tout ça. 3 cuillères à table de cassonade et des clous de girofle. Ça fait partie des recettes que
on a utilisé pour gagner du temps. C'était le summum de la, je dirais pas de la gastronomie, là, mais c'était quelque chose, un mets très populaire là, dans les années 60-70. Après, quand les femmes ont voulu s'émanciper, c'est quelque chose qui était vraiment très rapide à faire. Et voilà, on n'avait même pas besoin d'ouvre-boîte, juste pour ouvrir nos pêches. Mais la boîte de canne, elle s'ouvre tout seule. Puis c'était vraiment dépanneur. Pour vrai, j'en reviens juste pas de faire ça à la télévision. Alors, on va le tailler pas très profondément en diagonale, comme ça. Et ensuite, on va le tailler plus profondément en tranches, mais pas jusqu'au fond. Quand ça, c'est fait, on va venir entre chaque tranche mettre des morceaux de paille. Bon. Super, fait que ça, c'est bon. Ensuite, on va venir mettre quelques pêches autour encore, parce que tout à coup, il n'y en a pas assez. Mais je ne mettrai pas toute cette conserve-là, parce que habituellement, une petite conserve là, fait le travail. C'est pas... à peu près un quart de jus des pêches. Hop, comme ça, que je vais mêler avec la cassonade. Et voilà. Et je verse dessus. Et voilà. Et je vais venir prendre quelques petits clous de girofle que je vais venir planter sur mon pain de viande. Évidemment que c'est un mets qu'on... J'ai rarement vu ça dans les familles d'aujourd'hui. J'envoie ça au four à 350-375 pour une demi-heure à peu près. Alors, commander au restaurant sans même avoir besoin de se déplacer. Alors, commander au restaurant, puis que ça arrive à la maison déjà toute prête à manger. Hey, c'est le fun, là. Vous êtes fatigué, ça ne vous tente pas de cuisiner, bien, l'industrie vous prend en charge. Vous dire, vous n'avez pas besoin de cuisiner, on va vous livrer ça chez vous, ça va être parfait. Fait que ça, c'est une évolution de notre alimentation aussi. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.